Kwahiatonk, marquer l'imaginaire. Kwahiatonk et ses partenaires sont fiers de vous présenter les balados Cercle de lecture. Dans chacun des épisodes, Ève Bastien et ses invités discutent d'une œuvre du corpus littéraire autochtone qui mérite d'être mieux connue. Aujourd'hui, épisode 5, Tsutare, cette histoire contemporaine de Christine Siwi-Wawanolowat. Alors, coué, chers auditeurs, mon nom est Ève Bastien et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, l'autrice Christine Siwi-Wawanolowat nous transporte et nous ramène aux traditions orales. Elle nous transporte dans un monde de légende avec ce récit Tsutare. Christine Siwi-Wawanolowat est une artiste pluridisciplinaire qui travaille depuis près de 40 ans comme autrice et artiste en art visuel. Elle a signé et illustré plusieurs livres jeunesse au cours de sa prolifique carrière. Madame Siwi-Wawanolowat est née à Wendake d'un père Wendat et d'une mère abénaquise. Elle a cependant grandi dans la communauté d'Odanak, d'où est aussi originaire ma première invitée, Prudence Anis. Prudence a fait des études en sociologie à l'UQAM ainsi qu'en management public à l'ENAP. Elle s'est grandement impliquée au cours de sa carrière en travaillant, entre autres, pour le Secrétariat aux Affaires autochtones, l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, l'Association Prévention Suicide Premières Nations Inuit du Québec, Conditions féminines Canada et Femmes autochtones du Québec, pour n'en nommer quelques-unes. Mais depuis 2011, elle est directrice de l'institution Kiuna, le seul cégep pour et par les Premières Nations au Québec, qui fête d'ailleurs ses 10 ans aujourd'hui. Koué Prudence et merci de te joindre à nous. Surtout félicitations pour ces 10 années de succès à Kiuna. Koué, Ève, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui pour ce bel exercice de révision, en fait, d'un bel ouvrage de Christine Siwi-Wawanolowat, qui est, comme tu l'as dit en introduction, de la même communauté que moi. Donc, on a eu l'occasion de se croiser régulièrement, mais aussi de travailler ensemble. Donc, ça me fait plaisir de lire ce recueil et de participer avec vous aujourd'hui. Christine a d'ailleurs sculpté la mascotte de Kiuna, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Donc, une très, très belle œuvre. Christine, oui, est autrice, mais artiste très talentueuse, multidisciplinaire. Donc, oui, des belles œuvres sculptées par Christine qu'on peut admirer au Collège Kiuna à Odanak. Super. Alors, si vous passez par là, une œuvre à ne pas manquer, mais aussi un collège à visiter sans faute. Pour t'accompagner, Prudence, aujourd'hui, et pour discuter de cet univers-là fantastique, nous avons avec nous l'auteur mondialement reconnu, notamment pour sa série jeunesse Amos d'Aragon, Brian Perrault. Oui. M. Perrault est également... Oui, M. Perrault, vous êtes également concepteur, scénariste, metteur en scène, directeur général de culture Shawinigan. Vous avez une formation de comédien et de professeur de théâtre, une maîtrise en études québécoises. Vous avez aussi enseigné au Collège de Shawinigan et dirigé un bon nombre de pièces de théâtre. Il y a aussi en 2011, alors pour vous aussi, un 10e anniversaire, vous avez fondé votre propre maison d'édition, Perrault Éditeur. Merci, bienvenue. Merci. Comme je disais en introduction, nous parlons aujourd'hui de Tsutare. Tsutare, c'est un recueil de 7 légendes dites contemporaines. Tsutare signifie d'ailleurs 7 en Wendat. Ce recueil-là est somme toute court, mais il aborde toutes sortes de sujets qui nous touchent encore aujourd'hui. On a décidé de reprendre un style littéraire plus ancien en nous inspirant de la tradition orale. Souvent, on a l'impression que cette tradition-là, orale, là, s'est perdue, mais on voit que ça reprend un souffle, même avec les conteurs québécois, autant qu'avec des conteurs Premières Nations aussi, qui deviennent de plus en plus populaires. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'importance de conserver cette méthode-là de transmission du savoir, alors qu'on est dans un monde aujourd'hui où on se parle pratiquement plus en personne, même quand nos téléphones sonnent, on répond pas, on préfère avoir des textos, où on perd même, nous, cette notion-là de cette facilité de parler en général. Brian Perrault? À partir du moment où il n'y a plus personne pour raconter, c'est sûr que la tradition orale se perd. Cependant, on parle encore beaucoup, on parle énormément, on se raconte beaucoup de choses et on se le raconte différemment. Les méthodes pour rejoindre, que ce soit Facebook, Twitter ou que ce soit par des autres réseaux sociaux, si vous regardez là-dedans, il y a beaucoup d'histoires. D'ailleurs, les complotistes en racontent beaucoup aussi. Est-ce qu'elles ont des racines? Ça, c'est une autre question. Cependant, on parle de choses qui souvent
sont de l'ordre du quotidien. Alors, on ne parle pas des choses qui font du sens. Et parler des choses qui font du sens, c'est parler de sa culture. Et à ce compte-là, on continue à parler, on continue à communiquer, mais parfois, on perd le sens de ce que l'on dit. Et c'est bien dommage. Dans le récit qu'on retrouve, dans le récit que j'ai lu de Soutal, on voit qu'il y a une tentative d'aller se regrander, d'aller rechercher justement ces maillons pour se retricoter une imaginaire. Et ce qui est vraiment dommage et vraiment assez terrible aussi, c'est que les cultures autochtones n'ont jamais eu d'écrit. C'est une culture à l'oral. Hein. Et bien que le conte change de personne en personne, qu'une histoire évolue, à partir du moment où, comme je dis, il n'y a plus personne qui raconte, on perd véritablement les racines de ce qui était cette tradition-là. Et là, on a une tentative de les retrouver, de s'inspirer de ça. Et c'est ce que j'aime beaucoup par rapport à cette œuvre-là. Voilà. Parfaitement. Prudence, même comme Brian Perrault disait, là, on n'a pas beaucoup d'écrits. Vous avez une initiative, en fait, un cours. Maintenant, vous offrez des cours de langue des Premières Nations. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de ce mode de transmission orale et de l'importance, justement, de se réapproprier nos écrits et notre culture et notre langue? Oui, bien effectivement, c'est notre mission principale au Collège Kiuna. Comment je dirais ça? Ce qu'on a constaté, en fait, c'est qu'avec les étudiants avec lesquels on travaille, donc d'âge du cégep, je vous dirais une moyenne d'âge d'à peu près 24 ans, les étudiants qu'on accueille avec toutes les activités qu'on leur propose, autant académiques, mais surtout les activités culturelles, avec des aînés qui proviennent de différentes communautés, les étudiants, c'est comme s'ils redécouvrent la richesse de passer du temps avec les aînés, la richesse de la langue, qu'ils la parlent ou qu'ils ne la parlent pas, pour toutes sortes de raisons. Et ça, pour nous, c'est important et c'est valorisant de voir cette transformation-là aussi chez les étudiants. Juste pour vous donner un exemple, il y a une jeune qui m'avait mentionné que sa grand-mère, sa cocoum, qui allait tout le temps sur le territoire, insistait pour lui montrer toutes sortes de choses, comment apprêter le gibier, par exemple, différentes techniques pour la chasse. Puis elle me disait, au moment où j'accompagnais ma cocoum, ça m'ennuyait. Moi, je voulais être avec mes amis, aller m'amuser. Et c'est beaucoup plus tard qu'elle a réalisé la richesse de toute cette transmission culturelle, transmission des savoirs, transmission de certains procédés, je dirais, scientifiques aussi. Donc, moi, c'est ce que j'observe à Kiuna à travers les découvertes et les yeux des étudiants qu'on accompagne. Donc, c'est comme si tout à coup, et surtout à travers les langues qu'on enseigne, on enseigne présentement 4 langues ancestrales et au cours de la prochaine année, on va en ajouter 3 autres. Et c'est toute cette richesse-là et ça se transmet, évidemment, apprendre une langue, c'est beaucoup par l'oralité. Vous êtes tous deux issus du monde collégial, Prudence et Brian. Je sais qu'à Kiuna, justement, le cursus a été adapté là, par et pour les Premières Nations. Dans un contexte de cursus scolaire le collégial en général, de méthodes d'apprentissage contemporaines, comment ce type de... En fait, où est la place de ce type d'ouvrage-là qui est, comme je disais, somme toute assez court, mais assez important aussi?
mais qui aussi ramène là, une façon plus traditionnelle d'apprendre qu'est la tradition orale. Brian Perrault? Je ne sais pas. Au niveau des Premières Nations, je ne sais pas trop. Mais au niveau de l'enseignement collégial, tu sais, quand on est Québécois puis qu'on vit même en Mauricie puis que les Atikamekw ne sont pas loin, on a une méconnaissance de ce que sont les Autochtones et de comment ils vivent et de ce qu'étaient leurs histoires, leur imaginaire, leur passé. On n'en a pas une méconnaissance, on en a une absence. Et l'œuvre que j'ai lues là devrait faire partie d'un cours que l'on donne aux jeunes Québécois, à savoir c'est quoi l'imaginaire autochtone, c'est quoi l'imaginaire amérindien, d'où ça sort, d'où ça vient, comment ça part la tradition orale et comment ça fait en sorte que ça vient nourrir notre culture. Parce que, moi, la lecture du livre, ça m'a rendu très triste. Parce que quand on lit, on s'aperçoit que la fin du monde et l'apocalypse des Amérindiens puis des communautés autochtones, ben, c'est l'arrivée des Blancs. Puis voilà, c'est tout. Alors, partout, nous sommes responsables de tout dans ces histoires-là. Nous sommes responsables de la dégradation du monde. Nous sommes responsables de la culturation. Nous sommes responsables... Bon, il y a une certaine renaissance à un moment donné, là, quand on parle de l'histoire de Fleur de Vie. Tu sais, bon, on est dans la Renaissance, mais on renaît pourquoi? Parce qu'on est mort avant. Donc, on ne renaît pas si on n'est pas mort avant. Donc il y a tout ça, et je me dis, mon Dieu, et il y a cette acceptation naïve et totale et très ouverte du blanc qui arrive sans comprendre véritablement ce qui arrive au peuple autochtone et comment lentement il se dénature. Et ça, c'est l'essence même de ce qui devrait être enseigné. Parce que moi, je ne peux rien changer en tant que blanc à ce qui est arrivé dans le passé. Tu sais, j'ai beau dire que oui, mon grand-père est Inou, puis Célestine Boivin, c'était un Inou, c'était mon arrière-grand-mère, machin. Je n'ai rien à voir avec ce monde-là. Et pourtant, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma culture et je ne la connais pas. Et je ne sais pas c'est quoi. Et savez-vous, ce qui est ironique, c'est que moi, je parle magnifiquement bien portugais. Puis j'ai rien à voir avec le Portugal, j'ai rien à voir avec cette gang-là, puis j'ai aucun parent portugais, j'ai rien. Puis c'est une langue que j'ai appris parce que je suis allé étudier là-bas, puis je suis allé connaître la culture, puis puis je parle la langue, puis je connais la culture, puis je suis tombé amoureux de cette culture-là. Mais je connais 3 mots en Atikamekw, puis il reste à 2h30 de chez nous. C'est surréaliste, ça. Puis cette œuvre-là me fait prendre compte de cette complète surréalité où c'est pas 2 mondes qui se connaissent pas, c'est 2 mondes qui se côtoient pas. Pas en tout, ou presque pas. Puis on respire le même air, on habite le même territoire, on est voisins. Puis on a des imaginaires qui sont... Wow, là-dedans, là, c'est bien écrit, c'est magnifique, qui sont complémentaires, qui sont habités, qui ont un sens. Puis, ben voilà, je ne connais pas. Et ce qui devrait être enseigné, selon moi, c'est au moins un cours de... Combien de personnes sont capables de nommer combien de communautés autochtones au Québec? Arrêtez n'importe qui, personne ne le sait ou presque. Tu sais, alors, selon moi, il devrait y avoir un cours collégial pour les Québécois sur qui sont, puis même avant, je veux dire, au secondaire, sur qui sont nos voisins. C'est qui ces gens-là qui habitent avec nous sur le même territoire? On est arrivé, bon, comme je dis, on ne peut rien changer, sauf que là, comment on fait? Qui on est? Puis avant de travailler ensemble, on parle, tu sais, d'acceptation, puis de vivre ensemble, puis de mieux se connaître, tout ça. Bien, c'est le premier pas, savoir qui on est, pour après ça, travailler ensemble pour le bien-être de chacun. Tu sais. Voilà, c'est ce que je pense. Merci. Prudence, de ton côté, dans un collège justement par et pour les Premières Nations, mais vous avez accueilli déjà, je crois, des Allochtones. Comment tu vois justement l'importance d'ajouter du contenu comme ça dans le cursus collégial contemporain? Puis comment bien l'intégrer justement pour qu'il soit bien accepté par autant les Premières Nations que les Allochtones? Oui, bien effectivement, bien,
depuis, il y a eu des grandes commissions, hein, les plus récentes, celle, par exemple, Vérité et Réconciliation, qui a donné lieu à une panoplie là, de recommandations, d'appels à l'action. Plus récemment, la commission vient. Fait qu'il y a un désir de plus en plus grand, de plus en plus manifeste, des actions qui sont prises par le réseau collégial, je dirais, de façon générale. Une prise de conscience, surtout avec les événements récents depuis septembre avec Joyce Echaquan et plus récemment avec les enfants disparus, retrouvés. Donc, moi, je constate, je suis aux premières loges, en fait, pour constater ce changement de direction dans toutes les disciplines, pas juste dans les disciplines de littérature ou français langue d'enseignement. C'est un mouvement généralisé à travers l'ensemble des programmes qui est absolument nécessaire et j'abonde dans le même sens que M. Perrault. Toute la question de la sensibilisation, ou en tout cas apprendre à nous connaître, ça ne doit pas commencer au collégial, ça doit être vraiment là, dès la petite enfance, favoriser les rencontres, mais surtout défolkloriser, démystifier, nous voir dans notre contemporain. Ne pas parler de nous qu'au passé. On est là, on est bien ancré, on est bien visible sur l'ensemble du territoire. Donc, ça, c'est important. Au niveau de la littérature, bien entendu, les programmes qu'on offre sont complètement adaptés aux réalités. Histoire des Premières Nations. Donc, on a des cours de littérature autochtone. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les étudiants qu'on accueille sont très, très, très créatifs. Les arts sont omniprésents à Kiuna dans les activités parascolaires, mais aussi à l'intérieur des cours et pas juste, encore une fois, dans les cours d'art ou de littérature. En même temps, en parlant de l'histoire, en étudiant nos réalités, en comprenant mieux, parce qu'on contextualise certains événements. Par exemple, on parle des pensionnats. On étudie la question des pensionnats en histoire, en psychologie, hein, au niveau des traumas, comprendre les traumas, en sciences politiques, etc. Et les étudiants utilisent beaucoup l'écriture dans tous ses styles, poésie, nouvelle, comme une soupape, je dirais, pour, comment je dirais, parce que c'est quand même... Comme un exutoire. Un exutoire, parce que la matière qu'ils apprennent, et souvent, hein, ce n'est pas parce qu'on est Première Nation qu'on est au courant et qu'on connaît tout de notre histoire. Il y a beaucoup d'étudiants qui découvrent des pans de l'histoire et qui comprennent mieux leur communauté, les relations familiales, etc. Et c'est chargé en émotions. Et je les trouve très créatifs et on est plusieurs là, au sein du personnel enseignant et l'ensemble du personnel à constater ça. Fait que ils utilisent énormément l'écriture pour s'exprimer, mais aussi ils la partagent, cette écriture-là aussi, pour sensibiliser les autres, parce qu'on a quand même beaucoup d'activités aussi d'échange. Oui, on est entre nous, on étudie nos réalités, nos histoires, mais on n'est pas... on est très ouvert et on a beaucoup d'activités de collaboration. Donc, c'est des beaux partages quand les étudiants rendent public leur création. Si vous me permettez, Prudence, je comprends ce que vous dites, mais à partir du moment où, chez nous, je ne sais pas trop, moi on étudie Molière, Shakespeare, machin, et d'autres auteurs, puis qu'on n'étudie pas de personnes aucun Amérindien qui écrit, à ce moment-là, vous construisez chez vous en silo, puis on se construit chez nous en silo. Voilà. Fait que vous avez chez vous une fantastique connaissance de votre peuple, tout ça. Moi, j'ai une fantastique connaissance de tout ce qui se passe en Europe, et puis du Québec, et puis tout ça. Puis de l'histoire du Québec. Bon, en fait, il n'y a pas trop d'histoire, en tout cas, de la littérature du Québec. Et il n'y a rien
qui fait en sorte que ces deux silos-là se rencontrent quelque part. Et le problème, c'est ça. C'est qu'il ne peut pas avoir de communication entre nous si on se développe en silo. Et il y a un effort qui doit être fait pour que ce que vous faites probablement avec vos étudiants, vous seriez en droit de le faire avec des classes normales au Cégep de Shawinigan, à Sept-Îles, puis à Montréal, puis à Laval, et puis ça arrive sud. Et parce que le développement en silo, c'est bien pour votre communauté, c'est bien pour la mienne, sauf que au bout du compte, je rencontre un Atikamekw à la tuque, puis si on ne m'a jamais dit qu'il fallait dire quoi, je ne sais pas quoi y dire, comprenez-vous? C'est ça le problème majeur. Et si ça commençait par la littérature, ben, ce serait déjà bien, parce qu'il y a des enjeux complexes qui sont expliqués dans Tsutar qui mériteraient d'être analysés, franchement, par des groupes, puis pour dire, bon, ben, pourquoi qu'on dit, tu sais, page 18, ils reviendront, mais il faudra tout notre courage pour cohabiter avec eux. Notre monde vient de se transformer, mais nous continuerons toujours à chanter avec les oiseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, tu sais, il y aurait là une dissertation à faire. Comprenez-vous savoir qu'est-ce qu'ils veulent dire? C'est qui ça? Ils reviendront. De qui parle ils? C'est nous qui. Et ça nous prendra du courage pour cohabiter. Pourquoi ça nous prendra du courage? Et s'il n'y a pas de cette analyse-là qui est faite, et s'il n'y a pas cette continuité-là qui est faite, ou cet ancrage qui est fait, ben, Jean Prudence, vous allez vivre dans une solitude qui est la vôtre, et je vais vivre dans une solitude qui est la mienne, et le monde ne changera pas. Ça ne sera pas comme l'histoire de Fleur de Vie, une renaissance, selon moi. Moi, j'ajouterais quelque chose, c'est qu'on m'a souvent dit, qu'on m'a souvent répété quand je me disais un peu ce que vous pensez, Brian Perrault, c'est que il faut commencer par se reconstruire avant de pouvoir partager tout ça et de maîtriser nous-mêmes notre culture et notre littérature. Et je crois que c'est ce qui se passe à Kiuna présentement, c'est qu'après, les jeunes partent et vont à l'université, dans des universités allochtones, dans des universités contemporaines, là, d'un peu partout. Et là, eux peuvent partager leur savoir et eux vont devenir des vecteurs, justement, transmetteurs qui vont dire aux gens, qui vont expliquer aux gens pourquoi dire quoi. Pourquoi qui vont leur dire de lire, par exemple, Tsutaré, qui vont leur dire de nous écouter en balado et qui vont faire comprendre quelques subtilités. Par exemple, dans le livre, il y a le chiffre 7 qui revient souvent. On parle des 7 générations à venir, beaucoup dans la culture autochtone, les 7 feux. Bon, alors ici, il y a 7... mais je crois que c'est justement en commençant par nous guérir, nous reconstruire d'une certaine façon, et par l'entremise aussi de littérature comme ça, qu'à un moment donné, ben là, d'après moi, à un moment donné, les silos vont se briser, puis un partage va arriver, puis je crois que ça arrive déjà. Prudence. Ben moi, je l'espère. Mon intervention, c'était juste pour vous dire que c'est très Oui. bien ce que vous faites, c'est magnifique. Mais qu'à un moment donné, pour s'entendre et pour vivre ensemble, pour créer quelque chose au Québec ensemble, il va falloir que ces silos-là pètent. Puis moi, je le souhaite. Mon intervention, c'est de vous dire que je le souhaite profondément. Voilà. Bien, si je peux me permettre, Ève. Oui. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le commentaire de Ève est effectivement très pertinent au niveau du travail qu'on fait avec les étudiants. C'est trouver des façons des moyens pour qu'ils reconnectent avec certains éléments de la culture, parce que les étudiants qu'on accueille proviennent de différents milieux urbains. Il y en a qui sont bien ancrés dans la culture, d'autres, pour toutes sortes de raisons, peut-être un peu moins. Il y en a qui parlent très bien la langue, qui vont sur le territoire. Il y en a qui n'ont pas eu la chance de le faire. Mais autrement aussi, Kiuna
même si on est à Odanak, je vous dirais qu'on est quand même très présent sur le territoire. Donc, on est un véhicule reconnu par l'ensemble du réseau collégial et universitaire comme une référence ou la référence, un incontournable là, en matière d'éducation Première Nation. Donc, on accompagne beaucoup, beaucoup le réseau à différents niveaux dans tout leur processus je vais dire de décolonisation et dans tout le processus d'adaptation, je vous dirais, de leurs programmes, de leurs services, contenus, etc. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt, on est quand même aux premières loges là, d'observer ce qui se passe, mais il faut donner le temps pour que les choses soient bien ancrées et qu'on puisse voir les résultats qu'on souhaite, vous et moi. Pour revenir un peu au livre, et justement, peut-être, Prudence, on parlait de guérison, de décolonisation. Moi, je me questionnais, ou en fait, je voulais avoir votre opinion un peu sur un peu la forme littéraire, en fait, qui le conte, mais pour parler de sujets là, qui sont assez difficiles. Je crois que c'est Brian Perrault, tantôt, qui disait qu'il avait trouvé ça assez triste. Et je sais que pour les jeunes adultes, ou même pour les enfants, on va utiliser souvent le conte, là, justement, pour les aider à passer au travers d'épreuves difficiles, ou même se préparer à des épreuves là, difficiles, comme par exemple votre série jeunesse, là, Amos d'Aragon. C'est vraiment, là, je pense, même pour les jeunes filles, les jeunes garçons, là, c'est quelque chose qui donne envie, là, justement, de devenir un héros. On s'identifie à ce personnage-là, mais moi, je les ai lus en tant qu'adulte et j'ai adoré aussi. Alors, je voulais savoir le conte, justement, pour parler de sujets difficiles, mais même à des adultes, parce que Madame Sioui Ohanolwat, Christine, a fait beaucoup de livres pour enfants. Celui-là, je trouve qu'il s'adresse plus à des adultes, mais est-ce que ça peut avoir la même forme de guérisseuse, un peu là, thérapeutique, le conte pour les adultes que pour les plus jeunes? Oui, absolument. Il faut lire... je vous donne en référence Bruno Bettelheim, La psychanalyse des contes de fées, qui fait une analyse de ce qu'est le conte et comment les personnages arrivent à nous rejoindre, à nous parler, et à parler souvent de trucs qui sont difficiles. Tu sais, dans Hansel et Gretel, les parents s'en vont perdre les enfants dans les bois. Non, mais c'est horrible. Là. Ils ne tuent pas. Non, ils vont les faire manger par des créatures sauvages. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça parle de l'abandon, ça parle de la confiance qu'on a envers ses parents, ça parle d'une foule de choses. Bon, dans le livre, c'est la même chose, quand on fait la métaphore avec les oiseaux, puis les 3 sortes d'oiseaux, et puis les oiseaux verts, puis les oiseaux jaunes, puis comment l'un va réussir à assimiler l'autre gang en imposant des règles qui sont majoritairement liées au christianisme et au Dieu unique et à une façon unique de voir le monde. À ce moment-là, on est dans un conte qui parle de la pluralité et de l'importance de la pluralité et de l'importance des couleurs. Alors là, toute cette métaphore-là, toutes ces métaphores-là, on les capte très, très bien si on est adulte. Tu sais. Quand on parle de cette femme qui aimait un blanc, puis elle l'épouse, puis on lui dit, tu ne reviendras plus chez nous. Tu ne reviendras plus dans ton village. Elle est exclue de sa communauté. Et là, je me suis dit, OK, là, on est dans l'exclusion et comment cette exclusion-là peut aussi se manifester de la part des Amérindiens et qui est une forme de pensée unique aussi, tu sais, et la non-acceptation non plus de la pluralité. Donc dans le conte et dans tout ça, se crée des images et c'est ça que le conte fait. Et dans ces histoires-là, c'est ça que ça fait aussi, ça nous donne du sens. Ça nous... Comment je peux dire? Il y a le sens de ce qu'on veut dire et ça nous l'emballe joliment. Et plus on le déballe, on déballe le conte, et plus on les livre, plus on commence à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et quand on le finit, on fait OK. Et ça nous porte à avoir une pensée
critiques différentes. Je veux dire, pas avoir raison, pas avoir tort, mais juste à se remettre en cause. C'est les racines mêmes du sens de ce que les êtres humains vivent. T'sais. Donc l'auteur, Christine Sioui, le fait magnifiquement bien, ça. Parce que lentement, on y entre, on se dit, ah bon, c'est quoi? Bon, cette histoire-là, puis bon. Puis tout souvent, puis là, hop, les symboles sortent, et puis les symboles rentrent, et puis là, tu dis, OK, ouais, je comprends. Puis là, on associe rapidement un personnage à une telle situation historique, à un tel je sais pas, capitaine de bateau, c'est tel type de personnage aussi, et on se rend compte je pense, dans cette forme-là, comment communiquer anciennement, je pense, j'en ai aucune idée, mais je me dis, OK, voilà comment communiquaient anciennement les Autochtones et comment ils réussissaient à passer, sans doute, sans en avoir la certitude, là, des messages qui font du sens. Et je regrettais, encore une fois, que je ne sais pas, moi, en 1300 qu'il n'y a pas personne qui ait écrit des histoires sur qu'est-ce que pouvait bien se raconter, je ne sais pas, moi, un Atikamekw du 13e siècle qui avait son territoire, puis qui en découvrait un autre, ou qui rencontrait un Mohawk. Et là, je me suis dit, c'est tellement plate d'avoir perdu tout ça, parce qu'on aurait mon Dieu, des épopées complètes autochtones, avec des grands héros et voilà. Fait que le conte, dans sa partie philosophique, est magnifiquement bien amené, selon moi. Merci. Prudence, avais-tu quelque chose à ajouter? Oui, bien évidemment, quand on lit l'ouvrage de Christine, ayant travaillé, par exemple, à Femmes autochtones du Québec, ayant été impliquée au niveau de la santé pendant plusieurs années, il y a beaucoup de références aussi. Et ça peut amener justement les gens à s'intéresser, à comprendre davantage. Et moi, la question que je me suis posée en lisant, par exemple, la légende des oiseaux qui ne savaient plus voler ou Kinus à Manahan ou Toloti, je me disais, quelqu'un qui n'est pas familier, par exemple, parce que c'est des enjeux très contemporains auxquels Christine fait référence. Et je me suis posé la question, quelqu'un qui n'est pas familier avec notre histoire et nos réalités, je ne sais pas jusqu'à quel point les personnes vont saisir, par exemple, les enjeux aussi auxquels Christine fait référence. Par exemple, Kinus, l'histoire du petit garçon, qui doit s'exiler dans le fond de sa communauté, dans une famille alloctone, loin de sa communauté en ville. C'est une réalité que plusieurs enfants issus des premiers peuples vivent aussi. Et encore aujourd'hui, la question de Toloti qui perd ses droits parce qu'elle marie un Québécois, bien là, c'est toute la référence à la lutte des femmes. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, moi, j'y vois énormément de références, mais je me demande si quelqu'un qui n'est pas familier, si ça va inciter ces gens-là à fouiller peut-être un peu plus loin et à mieux comprendre les événements, les situations qui sont apportées à travers le conte. Bien, comme Brian le disait tantôt, là, si ce livre-là était présenté là, au niveau collégial, par exemple, il y aurait plusieurs aspects là, qui mériteraient une dissertation en soi, une recherche plus approfondie. Ça, c'est certain, parce que j'ai eu moi aussi la même réflexion à un moment donné, me dire est-ce que les gens vont avoir le réflexe de penser au pensionnat, à la rafle des années 60, oui. à la loi sur les femmes? Je sais pas. Mais en même temps, je me suis dit, ben pour l'instant, peut-être que ce livre-là va rester plus justement une façon un genre d'exutoire pour les gens qui vont le lire, qui vont avoir vécu ces choses-là, de mieux comprendre. Mais sans vouloir vous interrompre, mais c'est à ça que ça sert, la littérature. C'est un point de départ. C'est le point de départ de quelque chose. Alors là, si on n'a pas toutes les références, qu'on nous l'explique un peu, puis qu'on dit, ben ça fait référence à ça. Ah, mais il y a quelque chose qui vient de s'éveiller.
Alors, il y a une conscience nouvelle de quelque chose Ouais. qui existe encore ou qui existait, qui vient naître. Et c'est ça la force de l'évocation de la littérature. C'est qu'on n'a pas besoin nécessairement de comprendre l'ensemble des enjeux, mais on a juste, parce qu'on n'est pas, moi je ne suis pas autochtone, fait, mais ce que j'y vois dedans, bon, j'y vois moi-même des images et des enjeux, mais si quelqu'un me dit, ouais, mais ça fait référence à ça. Je fais, ah, ouais, OK. Et à ce moment-là, ça vient donner un sens plus profond à la lecture, tu sais, puis à l'histoire. Et dans ces histoires-là, ben, il y a ce sens-là à décortiquer, à, à analyser, à voir ce qui dénote ou qui connote véritablement la richesse d'un conte. Il n'est pas à un seul niveau. Les histoires ont plusieurs couches sédimentaires qui peuvent être grattées les unes après les autres pour vraiment qu'on comprenne mieux une situation et un enjeu pour qu'on puisse ensuite, dans la réalité, dans tous les jours, comprendre ce que les Autochtones peuvent vivre au quotidien aussi, tu sais, et d'où ils viennent, parce que ça parle de leur histoire. J'espère que justement la discussion qu'on a là va piquer la curiosité des auditeurs de la balado, parce que c'est aussi ça un peu un peu ce qu'on veut faire, c'est que s'il y a des allochtones qui nous écoutent, qui peuvent dire ah ben c'est vrai, je vais aller rechercher un peu plus là-dessus sur tout ce qu'on vient de parler, ça va être intéressant, comme c'est ça, c'est un début, comme tu le disais si bien, un début de compréhension pour tout le monde. Je voulais savoir, pour être de façon un peu plus légère, est-ce qu'il y a un récit qui vous a marqué le plus ou que vous avez le plus aimé, soit par justement la façon que c'est écrit, par les métaphores qu'on y voyait, ou juste peut-être par l'histoire qui vous aurait peut-être le plus touché? Prudence? Oui, ben moi, c'est l'histoire de Kinus. Donc, Kinus de Manahan. Pourquoi ça m'a touchée? Parce que j'ai apprécié comment la famille d'accueil a été dépeinte. Bienfaisante, et tout un phénomène d'interprétation aussi, hein, le petit garçon qui se sent abandonné, certaines incompréhensions aussi dans les communications. Mais j'ai beaucoup aimé la famille d'accueil, comment elle prenait soin de Kinus, comment la famille voulait aussi favoriser les rencontres avec ses grands-parents qui, eux, sont restés dans la communauté. Parce que c'est ça aussi, hein, la rencontre de l'autre. Oui, il y a l'histoire de la conquête, de la colonisation. Il y a eu des heurts, mais ce n'est pas que ça. Et cette histoire-là montre une autre facette des relations aussi entre nos deux peuples. Et ça m'a touchée. Et je dirais que c'est mon coup de cœur. Merci. Brian Perrault. Moi, j'aime bien les mythes de la création du monde. Tu sais. Fait que mythes de fantaisie là, à la fin. Puis, ce que j'ai remarqué là-dedans, ce qui est assez curieux pour moi, et plaisant en même temps. Puis quand je parle d'amalgame, puis de culture qui se côtoient, puis qui réussissent à se toucher dans un certain imaginaire, c'est qu'on parle de la grande tortue, hein, la grande tortue, puis la Terre. C'est pas un symbole très européen, mettons, pour décrire la Terre. Et que dans ce conte-là, il y a des licornes. Mais la licorne, là, c'est un symbole médiéval français ou européen du Moyen Âge. Tu sais. Puis, à un moment donné, un dragon qui arrive, ben le dragon, chers amis, ça n'appartient pas nécessairement à votre culture, comme il est décrit là. Tu sais. Puis la licorne vint du ciel pour créer notre monde. Elle fut déposée dans un désert par le dragon. Puis il y a la grande tortue là-dedans, et c'est là que je me dis, waouh! C'est ça la force de la littérature puis de la création, c'est que dans un récit de création du monde, ben, il y a plusieurs symboles qui appartiennent à différentes cultures qui ont été intégrés
Et ça nous donne quelque chose qui... Tu sais, quand on dit qu'il faut briser les silos pour faire le lien, puis dans cette littérature-là, le silo est brisé et les mythes et les symboles se côtoient. Alors, s'il est possible de faire côtoyer des mythes et des symboles ensemble dans une idée de création du monde, inspirons-nous de ça pour créer, nos propres, je dirais notre propre vocabulaire contemporain afin, comment je peux dire, de recréer un monde meilleur à notre façon. Ça fait que, tu sais, dans ça, j'y voyais ça, puis je me disais, wow, c'est très touchant. Voilà. Je vous remercie infiniment. J'aurais pu passer encore beaucoup de temps à parler de toute la symbolique de ce livre-là et surtout, là, comme on dit, de l'importance de se rencontrer et de se re-rencontrer, comme je pourrais dire, de rapprendre à se connaître et à se connaître nous-mêmes en tant que Première Nation, mais nous-mêmes aussi en tant que peuple, inclusivement, là, en tant que voisins. C'est très important et je sais que vous êtes deux personnes très, très occupées, donc je vous remercie amplement pour le temps que vous avez pris pour parler de ce récit-là, de ces récits-là, en fait, de Christine Siwi-Waiwanaloat, de Tutaré, qui est disponible aux éditions Anénorak avec plusieurs autres de ses créations, de ses récits. Alors, merci Prudence Anis encore une fois, Tiawank, Brian Perrault, et à bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Puis si vous me permettez, je vais vous dire, comme les Atikamekw disent dans mon coin, Miigwech, merci. Et Matassi, au revoir, à la prochaine. Alors, j'aurais passé les 3 mots que je sais en Atikamekw. et je les salue. Salut. Merci. Ciao, Léoné. Merci. Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre de l'initiative Écho du 10e Salon du Livre des Premières Nations. Une réalisation de Kwahiatonk, réalisée grâce à l'appui financier du Conseil des arts du Canada et de la SODEC. Animation, Ève Bastien. Invités, Prudence Anis et Brian Perrault. Technique et réalisation, Nicolas Ottawa. Musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Gabriel Bergeron. Production, Louis-Carl Picard-Siwi. Kwahiatonk, marquer l'imaginaire.